également un livre, Mes d'idées, émission émettant sur la radio-télévision Umoja, ici à Lubumbashi. C'est une émission produite par les filles de Saint-Paul, puis à la ville de Lubumbashi. Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de recevoir un latiniste qui va nous parler largement du cours du latin. Et il vous arrive de vous poser des questions. Pourquoi étudier le latin à l'heure de l'avancée technologique? Est-ce normal d'être littéraire, de rester dans les théories livresques, alors qu'il faut agir de façon technique? Avec lui, nous allons essayer de décrypter cette question, puisqu'il est l'auteur de 3 manuels qu'il a sortis consécutivement. Le latin en première littéraire, le latin en deuxième, c'est-à-dire en quatrième, tome 2, et tome 1 en quatrième. Et donc, il s'appelle, lui, c'est M. Hilaire Lacris Onana. Il est un chercheur indépendant, professeur des écoles au complexe scolaire Malkia Amani à Kaloué, chez le sœur Bénédictina. Monsieur Hilaire, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes écrivain, vous avez sorti ces 3 livres aux éditions Manus Dei, à Lubumbashi, depuis 2022. La première question est de savoir ce que c'est le latin. Qu'est-ce que le latin pour vous? Merci, monsieur le journaliste. Je vais tenter de répondre à cette question pour éclairer nos chers frères et sœurs qui aimeraient savoir un peu plus pour connaître beaucoup plus le latin. Qu'est-ce qu'est le latin? Le latin, nous disons, le latin c'est une langue indo-européenne. Langue indo-européenne, mais aussi c'est un dialecte qui était parlé d'abord en Italie centrale, précisément dans les nations. Nous sommes en Italie centrale de l'Antiquité. Alors, ce latin a évolué. Il a évolué, il était d'abord un dialecte, et il est devenu ensuite une langue universelle de communication administrative, une langue officielle, qui s'est parlée dans tous les pays occupés par les Romains, et même en Afrique du Nord. À l'époque médiévale ou antique? À l'époque antique, même au Moyen-Âge. Même au Moyen-Âge, c'est latin, c'est parlé encore. C'est parlé encore dans le nord de l'Afrique. Alors à l'heure actuelle, à une époque où la technologie passe au plat, on veut la montée ou l'avancée de la technicité, est-il important de pouvoir se consacrer aux études latines, donc l'apprentissage de la langue latine? Vaut-il encore la peine? En effet, les langues latines sont toujours importantes malgré l'avancée technologique à l'ère actuelle. Je dirais que les latins, c'est comme le professeur Sédar Senghor a dit, c'est l'essence de l'être humain. C'est ça la vie humaine. Le professeur Sédar Senghor, en définissant les latins, il a dit que les latins, c'est le sens de l'être humain. Donc, pourquoi étudier les latins à l'ère actuelle? C'est pour maîtriser l'expression, améliorer l'expression radicale en français. Les objectifs sont multiples. C'est aussi pour comprendre l'intelligence du message qu'on doit déchiffrer à travers les textes latins. Ça tombe aussi à l'enfant de les origines des mots. Des langues romaines. Tout à fait. Les origines des mots de langue romaine. Et aussi, c'est pour que l'enfant puisse, n'est-ce pas, être doté de la culture générale solide ou des valeurs de la civilisation universelle. C'est ça l'étude du latin. Malgré la présence de la technologie, mais ça nous permet, nous, et même vous, si vous voulez, je crois que c'est pas tard de faire ces études ici, d'être doté de cette culture générale. Je tiens d'abord à vous rappeler qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, les institutions politiques sont la surveillance des institutions romaines et parfois qu'on imite très mal. Monsieur Hilaire, on parle beaucoup plus d'un latin
ensuite, on parle beaucoup plus de l'étude du latin et des langues latines. Ok. On parle d'un latin. Un latin et des langues latines. Un latin, c'est une langue unique qui est parlée par plusieurs peuples. Quand on parle d'un latin, c'est-à-dire dans l'ancien temps, les Romains avaient exporté non seulement leur langue, mais aussi leur culture. Le latin était comme une langue unique qui s'est parlée par tous ces peuples, par tous ces pays-là, dans tous les pays qui étaient conquis par les Romains. Maintenant, les Portugais, les Espagnols, les Italiens, les ancêtres parlaient un latin. Ils ne parlaient pas des langues latines. Des langues latines sont venues après, justement, la décadence de ces un latin dont nous parlons ici. Donc les démembrements du latin classique, tout à fait. Du latin ancien. Tout à fait. C'est un latin qui a donné naissance aux langues romanes que nous appelons les langues latines. Les portugais, l'italien, l'espagnol, les roumains, les français. Toutes ces langues sont dites. L'anglais, il y a 70%, dépend totalement du latin, à 70% de ses vocabulaires. Donc, les langues latines, ce sont ces langues qui sont issues du latin, qui étaient une langue unique et qui s'est parlée dans tous ces pays conquis par les Romains, même en Afrique du Nord. Alors, ce qui a fait que ce latin puisse connaître des recul ou la décadence, c'était l'invasion germanique et aussi la conquête arabe au nord, ce qui a permis que la langue arabe aujourd'hui puisse être parlée en lieu grâce à latin. En langue latine, revenons à une question didactique, il y a combien de classes grammaticales? De mots, classes grammaticales, catégories de mots. Alors en langue latine, vous en distinguez combien? Okay. Nous avons d'abord les cas. On parle des cas. Bien avant de parler des cas ou d'énumérer ces catégories, on parle des mots variables et des mots invariables. C'est comme en français. En latin, on parle des mots variables ou déclinables et les mots invariables ou indéclinables. Les mots déclinables, ce sont les conjonctions, interjections, prépositions, adverbes. Ce sont les mots indéclinables. Les mots déclinables, ce sont les pronoms, noms, adjectifs, verbes, pronoms. Ce sont là ce mot qu'on appelle mots déclinables. Ça signifie mots variables. Donc voilà. Alors, pourquoi la plupart des dieux et déesses les plus célèbres sont d'origine romane et souvent écrits en latin? Quelle est la raison? Voilà, la raison c'est que les latins, c'est un miroir, c'est en fait une source de culture universelle. Et c'est ça même qui fait l'objet de nos réflexions par rapport au monde moderne. Les dieux et les déesses romains, c'est ce miroir qui nous permet, nous, de nous cultiver. C'est ainsi qu'aujourd'hui, par exemple, dans le monde moderne, au Congo, ces dieux-là sont restés dans nos expressions, dans nos mots. On parle de Mercurial, on parle de Martial, on parle de Vénus. On va y revenir. Vous écrivez là, Cérès. Oui, Cérès. Déesse des fruits et de la terre. Oui. Donc quand on dit Cérès à l'époque, si vous voulez avoir beaucoup de fruits, il fallait invoquer Cérès. Oui, oui. Qui est un dieu ou une déesse? Cérès, c'est un dieu. Un dieu. Flora, c'était la déesse. Oui, déesse des fleurs. Ouais. De l'amour, non. L'amour, c'est Vénus. Et des beautés. De Jupiter, les dieux du ciel. Et de toute puissance. Du tonnerre et de toute puissance. Et de toute puissance, oui. C'est qu'on comprend à témoin, donc un serment, il est le père des dieux et des hommes. Tout à fait. Alors, quand on dit de vous, vous êtes jupitérien, vous êtes très haut. Alors Mars, les dieux de la guerre. Mars, oui. Minerve. Sagesse et intelligence.
déesse de l'intelligence et de la sagesse. Ouais. Et c'est pour cela qu'il y a le mot Minerva. Minerva, oui. Donc c'est en mémoire de la déesse de l'intelligence ou des études. Tout à fait. Ok. Ouais. Et puis Vesta, déesse du foyer. Du foyer. Vulcanus. Vulcan. Vulcanus. 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 Ah, Vulcanus, oui, je dis Vulcanus, c'est Dieu du feu. Du feu. Là, on parle des volcans. Le volcan, ok. L'éruption volcanique à l'est du pays. Ah, Il y a eu éruption donc c'est volcanique. La mémoire des Vulcanus. Ouais, la mémoire des volcans. Junon, c'est déesse du ciel et du mariage. Oui, En hébreu ou en latin? en latin. Ok. Apollon, c'est lui les dieux du soleil et des arts. Ouais. On revient là parce que le dieu du soleil, c'est aussi, on l'a qualifié de. Donc là, c'est Jupiter aussi, le dieu du soleil. Jupiter, c'est ciel. Ciel seulement. Après, vous avez Diane, il y a certaines filles qui portent le nom de Diane. Diane, tout à fait. C'est une déesse de la lune, Absolument. de la chasse et de la chasteté. Mais ça, c'est clair. Donc si votre fille porte le nom de Diane, Ouais. c'est que c'est. Elle brille. Elle brille beaucoup. Elle dit de chasteté. Oui, oui. Mercure, il est dieu de commerce et d'éloquence. Tout à fait. Bon, Vénus, De la déesse beauté. d'amour et de beauté. Tout à fait. Donc toutes les dames, toutes les filles qui se veulent belles Ouais. sont adoratrices De Vénus. de Vénus. Tout à fait. Ok. Neptune, Neptune. oui, c'est C'est le de la mer. dieu de la mer. Tout à fait. Et puis Pluton, c'est le dieu des enfers, de la malédiction. De la malédiction. Alors, voilà pourquoi, donc, si vous voulez connaître la signification de certains noms, il faudra recourir au latin. Latin. Tout à fait. Donc, beaucoup de mots français qui l'origine dans la langue latine. Alors, comment on éduquait les enfants chez les Romains? En parlant de la civilisation romaine et de la langue latine, parce que c'est cette langue qui s'est imposée même alors à Rome, c'est le latin qui est parlé, et qui survit grâce peut-être à l'église catholique qui continue à parler lors de leurs célébrations, de messes et tout. Alors, comment les Romains éduquaient leurs enfants dans l'époque antique, dans l'Antiquité grecque romaine? Ah, tout à fait. Les Romains, il faut d'abord signaler qu'aujourd'hui nous avons imité les Romains. Et on ne fait qu'imiter les Romains dans notre système éducatif. Les Romains, dans l'Antiquité, avaient 3 degrés. Ouais. Il y a les degrés primaires, les enfants pouvaient commencer d'abord par les premiers degrés, c'est les degrés primaires, où ils allaient pour apprendre la lecture, l'écriture et le calcul. Et très souvent, ces enfants n'étaient pas heureux comme les nôtres aujourd'hui. On les fouettait en cas d'indiscipline, ces enfants rentraient à la maison en pleurant. Aujourd'hui, nous, ce n'est pas le cas. Nous avons essayé de dévier tous ces systèmes-là. On a supprimé, ça existait aussi la démade à l'école où on pouvait flageller l'enfant têtu, surtout qu'il ne maîtrisait pas la conjugaison. Et il fallait le recadrer par M. Lefouet. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a supprimé ça. On voit les conséquences à l'immédiat. Et à la discipline, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Bon, oui, donc il y avait d'abord les enfants qui étaient éduqués dans des conditions contraignantes, avec le fouet, puis toute la flagellation pour pouvoir mémoriser certaines leçons. Donc le premier niveau, c'est l'école primaire. Le deuxième niveau, c'est l'école secondaire. Et d'abord, le signal que un enfant romain qui fait l'école primaire, après la lecture, l'écriture et le calcul auprès de son maître, désigné par le terme l'outil magister, le maître du jeu. C'est beaucoup plus là, on peut aussi quand même prendre l'enfant les différentes sortes de jeux. Voilà. Au secondaire, l'enfant étudie la littérature grecque et latine. Il étudie la littérature grecque et latine, connaître les auteurs de beaux romans. Maîtriser la philosophie, le grec, toute la civilisation gréco-romaine. Il fallait la maîtriser. Tout à fait. Et il fallait apprendre ça auprès de leur maître qu'on appelait grammaticus. Pour faire les grammaires. Oui. Nous, aujourd'hui, normalement, au secondaire, on ne peut pas nous appeler les ministères. Donc, on s'appelle des grammaticus. Moi, je suis grammaticus.
Un magistère, c'est pour l'école primaire. L'école primaire. Et les universitaires sont Les recteurs. les Un recteurs. recteur, c'est un enseignant de l'université. L'université. Nous les mots recteurs. Oui, recteur, bien sûr. Donc, au degré supérieur, un enfant va étudier rien que l'éloquence. Pourquoi l'éloquence? À manier la langue. À manier la langue. Pourquoi? Parce que les Romains ambitionnaient pour sa politique, à devenir des hommes politiques. Et quand on devient un homme politique à Rome, on doit maîtriser l'éloquence. Parce qu'on va s'adresser aux commissions, aux assemblées, sur le peuple. On va s'adresser au Sénat. Vous voyez, on va s'adresser au peuple. Alors il faut avoir maîtrisé l'éloquence pour assumer ces Pour charges. haranguer la foule. Haranguer la foule. C'est pas la verbe, verbale, la façon de convaincre, l'art de convaincre. C'est pour ça que vous définissez l'éloquence. Ok. Bien, alors, pourquoi on peut dire actuellement le latin se parle peu, ne se parle pas? Peut-on la qualifier de langue morte? C'est un vocabulaire que les latinistes n'aiment pas entendre. Tout à fait. Mais moi, j'ai horreur d'entendre ces mots-là, ces vocabulaires. Langue morte. Langue morte, et je me dis, mais quelle est la langue vivante? La langue vivante, ce sont les langues qui sont parlées couramment. Parce que là, il y a, en dehors peut-être des messes latines et des lectures ou des études latines, des analyses, et pas de traduction d'un texte français vers le latin ou de texte et vice-versa. En réalité, le latin, actuellement, n'est pas trop parlé par la masse populaire, et ainsi de suite. C'est dû à quoi concrètement? Cette langue qui survit que par l'existence de ces branches qu'on appelle langue romane. Ah, ok. En fait, le latin n'est pas une langue morte, comme beaucoup prétendent le dire, mais je dirais que c'est une langue d'écriture. Germanique, il y a eu la conquête arabe, ce qui a fait que le latin puisse disparaître. Mais ça n'a pas totalement disparu, ça a donné naissance aux langues que nous appelons langue romane. C'est le français, l'italien, le roumain, l'espagnol. Tous ceux qui parlent latin, qui parlent l'espagnol, qui parlent le français, qui parlent l'italien, parlent le latin. Donc vous pouvez dire que le latin est parlé par ses branches. C'est une logique qui est tout à fait naturelle parce que les langues naissent, disparaissent, évoluent et disparaissent. Donc à une certaine époque de l'histoire, cette langue s'est imposée. Un connaisseur ou un parleur de langue, en fait de latin, était considéré comme un savant quand vous maîtrisez le latin à une certaine époque. Maintenant, il faut étudier le latin pour pouvoir maîtriser peut-être les notions de la langue romane. Si vous êtes espagnol, donc il faut recourir au latin pour pouvoir maîtriser la signification de certains termes que vous êtes en train d'utiliser dans votre parler quotidien. Donc c'est une langue qui survit peut-être grâce à son démembrement aux langues indo-européennes. Voilà, donc là on se met d'accord. Quelle est la langue vivante la plus proche du latin? La langue vivante parmi les langues qui sont vivantes, qui sont les plus parlées, mais proches du latin. C'est l'italien. L'italien. C'est l'italien qui est la langue la plus proche du latin. Vous allez voir que même certains mots, comme parler amico, ça c'est l'italien. Amico. Ami, mais en latin c'est amicus. Non, amicus en latin. C'est amico. Amico en portugais. En portugais, mais cet amito c'est en français. Oui, ami. Donc, le français, je dirais que c'est un produit piraté de latin. En fait, ami, c'est une traduction. Donc, le français, c'est l'italien mal prononcé ou c'est le latin mal prononcé? Le français, c'est le latin traduit. Je peux dire ça. C'est le latin traduit. Donc, l'italien, en fait, vous voyez, les Grecs n'ont pas changé de nom, d'appellation. Les Grecs, qui se parlent aujourd'hui, ce n'est pas l'ancien grec. Vous allez voir qu'il y a certains mots comme Kalimerasas qui est Katikita. Donc Kalimerasas, bonjour. Kalimerasas,
les Grecs anciens utilisent toujours les Kalimeras aussi. Et même les Grecs modernes, Kalimeras aussi. C'est les Grecs évolués, mais ils n'ont pas changé de nom. Mais les Italiens, ils ont changé de nom. Du latin en italien. Il fallait regarder ces noms-là, latin. On comprend. Monsieur Hilaire, puisque vous êtes dramaticus, c'est-à-dire enseignant à l'école secondaire, enseignant du latin à l'école secondaire, dites-nous la différence entre latin antique et classique. On parle souvent du latin classique et latin archaïque. Ouais. Oui. Les latins archaïques et les latins classiques. Le latin archaïque, c'est une langue, c'était un latin qui a existé avant les cours de Cicéron. Okay. Vous voyez, c'est une langue qui a connu l'influence grecque. Tout ce qui s'est passé sur les modèles grecs, en fait. Ça s'est passé sur l'imitation grecque. Mais le latin classique, c'est le latin pur de l'époque cicéronienne. On parle du latin classique ou du latin cicéronien. On l'appelle langue, comme en français, on dit langue de Molière, en anglais, langue de Shakespeare, et la latin de Cicéron. Donc c'est lui qui l'a révolutionné. Absolument. Avec quoi? Du vocabulaire ou par son éloquence personnelle? Oui, en fait, par la création. On lui attribuer cette paternité. Oui, l'originalité en fait. C'est lui qui a révolutionné cette langue-là. Que cette langue soit purement langue latine, que ce soit vraiment roman. Et tout ce qui s'est fait, écriture, tout s'est passé sur le modèle roman. Donc voilà, par rapport à la langue, au latin archaïque, qui connaissait beaucoup plus l'influence hellénique ou grecque. Le dernier mot, c'est la fin que je voudrais adresser à nos téléspectateurs qui nous suivent la radio-télévision Moja. Par rapport à vos livres, je rappelle que vous avez sorti 3 livres, 3 manuels scolaires, latin en première littéraire, latin en deuxième et quatrième littéraire. Tout à fait. Donc, quatrième, c'est il y a un peu tout, donc c'est le latin pour les niveaux. Sauf en troisième jusque-là. Sauf en troisième, donc c'est en cours. Oui, qu'est-ce que vous demandez à nos téléspectateurs, aux fervents lecteurs qui essaient de nous suivre via notre émission Un livre, 1000 idées? Ok. À vous qui nous suivez, cher public, je vous recommande, de pouvoir utiliser ces manuels sans modération. Ce sont des manuels vraiment raffinés. Nous avons rendu facile les choses ici. Donc le latin est très facile. Vous pouvez vous-même apprendre ça même sans maître. Parce que tout est bien expliqué, explicité. Et nous avons aussi adapté la culture romaine à notre culture congolaise ici. Mais notamment dans les domaines politiques et administratifs, nous avons essayé de définir certaines magistratures et donner leur équivalence chez nous en RDC. Je vous souhaite bonne chance et bon appétit. Merci, aimable téléspectateurs. Ce sera la fin de votre émission, Un livre, 1000 idées. Émission produite par les filles de Saint-Paul depuis la ville des Mouraché, présentée régulièrement par notre serviteur Salomon Tchibouete Salah. Et nous disons merci à toute l'équipe technique de la radio-télévision Omoja. Cette émission est disponible sur YouTube. Et si vous avez des réactions, vous pouvez nous écrire au 097 27 95 695, 097 27 95 695. Ces livres sont toujours disponibles dans notre kiosque, librairie, Pauline, 6 à l'avenue Lomami, dans la ville de Lubumbashi, depuis Théo Kalanga. Merci, ciao, à la prochaine.